Pour vraiment tout comprendre au conflit actuel, il y a un chiffre. Un seul. Un chiffre que personne, ou presque, ne regarde, mais qui est en fait la clé de tout. On va voir que cette guerre, elle ne se joue pas seulement avec des bombes, mais aussi, et peut-être surtout, avec des calculettes. Alors, c'est quoi ce chiffre? Ce nombre aussi important qui est en train de redéfinir complètement les règles du jeu. Le voici, 363 pour 1. Ça a l'air de rien comme ça, hein? Juste un ratio, un truc un peu abstrait. Sauf que derrière ces chiffres se cache la feuille de route d'une guerre économique absolument redoutable. Bon, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que pour chaque drone iranien qui coûte, disons, 35 000 $, les États-Unis, eux, doivent dépenser 12,7 millions de dollars pour l'intercepter. C'est un gouffre financier. Et attention, ce n'est pas un hasard, c'est le cœur même de la stratégie. Et ça nous amène directement à notre première partie. On va voir qu'on n'est pas du tout dans une campagne militaire classique. L'idée ici, c'est une véritable opération de démolition économique. Regardez ce graphique, c'est limpide. D'un côté, le coût minuscule du drone. De l'autre, la montagne de dollars pour l'intercepteur THAAD. Chaque interception est une victoire militaire, bien sûr, mais c'est en même temps une perte financière colossale pour le Trésor américain. C'est une guerre où, en fait, chaque victoire défensive coûte une fortune. Voilà, c'est exactement ça. L'Iran ne cherche pas à battre la machine de guerre américaine en face à face. Ce serait suicidaire. Non, comme le dit cette analyse, l'idée, c'est de la rendre tellement chère et opérée qu'elle finit par devenir une faiblesse. Et pour bien se rendre compte de l'échelle, on va mettre ça en perspective. Au plus fort de la guerre en Irak, ça coûtait environ 300 millions de dollars par jour. Aujourd'hui, des estimations comme celles du Center for Strategic and International Studies parlent de 891 millions par jour. C'est presque 3 fois plus. On est sur un niveau de dépenses complètement inédit. Et si on dézoome encore un peu, l'impact économique global, si on inclut les perturbations sur l'énergie, les marchés, eh bien le modèle budgétaire de Penn Wharton l'estime à 210 milliards de dollars, pour seulement 2 mois de conflit. C'est un chiffre qui donne le vertige, surtout pour une économie qui est déjà sous tension. Ok, donc il y a le coût financier direct, c'est énorme. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, parce que tout ça, ça a des conséquences stratégiques beaucoup plus graves. Et pour ça, il faut regarder de l'autre côté du globe, vers la Chine, et ce qui se passe dans le Pacifique. Le cœur du problème, le voilà. L'épuisement des stocks de missiles américains. Des think tanks de référence, comme le CSIS, estiment qu'entre 20 et 50% de l'inventaire des fameux intercepteurs THAAD a déjà été utilisé. Et le pire, c'est que la base industrielle américaine ne suit pas du tout. Elle produit peut-être 150 de ces missiles par an. En clair, il faudrait des années pour remplacer ce qui est dépensé en quelques semaines à peine. C'est un déficit intenable. Et là, on touche au nerf de la guerre. Cette question du professeur Steve Tang, elle résume l'angoisse qui monte à Washington et encore plus à Taipei. Est-ce que la Chine va être tentée de profiter de la situation? Chaque missile tiré au Moyen-Orient, c'est un missile qui ne sera pas disponible pour défendre Taïwan. C'est mathématique. La dissuasion américaine dans le Pacifique s'affaiblit de jour en jour. L'analyse du Center for a New American Security, un autre think tank, le dit sans détour. Les États-Unis sont en train de payer leur succès militaire avec du risque stratégique. Les armes qui sont utilisées pour abattre des drones à bas coût sont précisément celles qui sont indispensables pour dissuader la Chine d'agir contre Taïwan. Pékin, pendant ce temps, observe, compte les points et regarde les stocks américains fondre comme neige au soleil, pendant que l'industrie de défense américaine, elle, rame pour essayer de combler le trou. Allez, on prend encore un peu de hauteur. Parce que cette guerre d'usure a aussi une dimension économique mondiale. Et pour la comprendre, il faut se concentrer sur un point précis, un goulot d'étranglement, le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est une des artères vitales de l'économie mondiale. Il faut bien imaginer, 20% de tout le pétrole de la planète passe par là. 20% de tout le gaz naturel liquéfié aussi, chaque jour. Donc, la moindre perturbation à cet endroit, c'est une onde de choc qui se propage instantanément sur toute la planète. Et la perturbation, elle est là. Et elle est massive. Le trafic maritime a chuté de 95%. C'est énorme. Ça veut dire que cette artère vitale est, de fait, quasiment fermée. C'est comme si on coupait l'approvisionnement en sang d'une partie de l'économie mondiale. Et les experts tirent la sonnette d'alarme. Neil Atkinson, qui était à la tête des marchés pétroliers à l'Agence internationale de l'énergie, le dit clairement. Il n'y a plus de limite. On est face à une crise énergétique potentiellement révolutionnaire et sans précédent. Les mots sont forts et ils sont à la mesure du risque. Bon, on a vu l'aspect économique, l'aspect stratégique, mais il y a aussi l'élément humain. Cette guerre d'usure, c'est aussi une guerre d'endurance. Et là, on va comparer la capacité de résilience des deux sociétés. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'Iran, une population qui vit sous sanctions depuis 40 ans. Elle est aguerrie,
préparés mentalement à un long conflit, à des sacrifices. De l'autre, les États-Unis, où, après à peine 12 jours, seul un Américain sur 4 soutient encore les frappes. Cette différence de tolérance à la douleur, c'est un atout stratégique majeur pour l'Iran. Et ça nous mène à cette conclusion assez incroyable de l'Atlantic Council, qui est pourtant une institution très proche du pouvoir à Washington. Ils disent que l'Iran est plus susceptible de déterminer la fin du conflit que les États-Unis. C'est une phrase énorme. Ça veut dire que celui qui tient le plus longtemps a le plus de chances de dicter ses conditions à la fin. Et l'Iran parie sur son endurance. Alors, si on met tout ça bout à bout, le coût financier, le risque stratégique, l'impact mondial, l'endurance des populations, quel est le calcul final? Où est-ce que tout ça nous mène? La conclusion est à la fois simple et assez dérangeante. La stratégie, on la voit bien maintenant, elle est en plusieurs temps. D'abord, on force les Américains à utiliser leurs intercepteurs hors de prix contre des drones bon marché. 2, ça vide les stocks de missiles, ceux qui sont justement nécessaires pour dissuader la Chine dans le Pacifique. 3, en parallèle, on bloque le détroit d'Ormuz pour créer une crise énergétique mondiale. Et enfin 4, on mise sur le fait que la faiblesse budgétaire américaine et la faible tolérance de l'opinion publique feront le reste. C'est une stratégie qui attaque toutes les faiblesses de l'adversaire en même temps. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. La question qui est au cœur de cette nouvelle forme de guerre. Au-delà des pertes humaines, évidemment, il y a ce coût stratégique, ce coût budgétaire, ce coût économique. Et la question, c'est à quel moment le prix à payer pour continuer cette guerre devient-il plus élevé que le prix à payer pour y mettre fin? C'est une question vertigineuse. Et la réponse qui y sera apportée pourrait bien définir l'équilibre des puissances pour les décennies à venir.